Il est 10h passé de quelques secondes ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici le principal titre de ce jour, 13 novembre 2025, 13 novembre 2015. Il y a 10 ans, aujourd'hui, l'horreur en plein Paris. Une série d'attentats menés par des commandos agissant au nom du groupe État islamique. 132 morts, des centaines de blessés, des existences écorchées à vie. 10 ans après, la France reste traumatisée. Elle a été battue par les flots mais n'a pas sombré, comme le dit la devise de la ville de Paris. Édition spéciale de France 24 qui se poursuit. Les commémorations officielles commencent à 11h30 heure de Paris au Stade de France. 10 ans, c'est à la fois beaucoup et si peu pour tous ceux qui ont vécu l'horreur. Comment vit-on avec? Comment vit-on après? C'est la question que j'ai posée à 3 victimes du 13 novembre 2015. Aurélie Sylvestre qui a perdu son compagnon tué au Bataclan. David Gritz-Goppinger qui a été pris en otage par les terroristes dans la salle de concert. Et Arthur Desnouveaux qui est le président de l'association de victimes Life for Paris. Ils nous racontent leur chemin depuis 10 ans. C'est une émission qui a été enregistrée il y a quelques jours dans les conditions du direct. Regardez. Bonjour Aurélie Sylvestre. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous signez Déplier le cœur qui est sorti au Seuil. À vos côtés, David Fritz-Goppinger, bonjour. Bonjour. Vous signez Il fallait vivre qui est sorti aux éditions Le Duc. Votre histoire a inspiré la série Des Vivants qui est visible en ce moment sur France Télévisions, réalisée par Jean-Xavier Delestrade. Et puis bonjour Arthur Desnouveaux. Bonjour. Président de l'association de victimes des attentats de novembre 2015 à Saint-Denis sur les terrasses parisiennes et au Bataclan. L'association s'appelle Life for Paris. Vous publiez Vivre après le Bataclan qui est sorti aux éditions du Cerf. Vous vous connaissez bien tous les trois. Vous avez été frappés par le même mal il y a 10 ans, ce 13 novembre 2015. Arthur et David, vous étiez allés voir un concert au Bataclan. Vous avez survécu à l'horreur. Arthur, vous étiez dans la fosse dont vous avez pu vous extraire. David, vous avez été pris en otage par 2 terroristes au premier étage du Bataclan. Vous avez été sauvé par les hommes de la BRI. Aurélie, vous n'étiez pas au Bataclan ce soir-là, mais votre compagnon, oui, il s'appelait Mathieu, il avait 38 ans. À l'époque, le petit garçon que vous avez eu ensemble avait 3 ans et vous étiez enceinte de votre deuxième enfant, une petite fille qui est née quelques mois. Après les attentats, on imagine sans doute mal la difficulté qui est la vôtre de vous exprimer en ce mois de novembre, qui plus est en cette date anniversaire. Alors merci beaucoup de votre confiance. Cette émission a été enregistrée il y a quelques jours dans les conditions du direct. Précisément, où en êtes-vous après ces 10 ans, Aurélie? C'est une très très vaste question. Vous me posez la question très proche du 13 novembre. C'est difficile de répondre à cette question à ce moment-là parce qu'on est dans un moment de notre histoire qui est inflammé. Et en fait, on n'est pas tout à fait dans notre assiette à ce moment-là. Donc voilà, moi je vais globalement bien, mais en ce moment c'est un peu compliqué évidemment. David? Ouais, pareil. Je pense que c'est le bon mot, inflammé. Ouais. Là, on est dans un truc de mémoire qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas vraiment. Ouais. Arthur, il y a l'état global et puis il y a ce mois de novembre. Ouais, j'ai l'impression que c'est une apnée à partir... Alors moi, je mets ça, je m'en suis rendu compte là, au changement d'heure. Juste parce que la lumière et tout ça se resynchronise au changement d'heure et ça ressemble au 13 novembre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, cette espèce d'humidité et ainsi de suite. Et j'ai l'impression d'entrer dans ce que j'appelle le tunnel. Il y a le tunnel qui approche les commémorations et qui est, je pense, une forme de blindage aussi. En fait, et tous les trois, je crois qu'on le partage, on en parle quand même pas mal. Mais finalement, en parler, ça évite d'avoir le temps de trop y penser. Et moi, c'est le 14 que le contre-coup arrive. Je pense que les 5 ou 6 premières années, le 14, j'étais invariablement malade. Et donc voilà, ça va bien, mais l'emprise que ça a sur un bout de nos vies, sur notre santé, est quand même effrayant 10 ans après. Aurélie et David, vos 2 livres font écho à ce qu'ont été ces 10 ans, mais aussi, surtout, à ce qu'a été le procès des attentats de novembre 2015. À quel besoin l'écriture de ces livres correspond, Aurélie? Moi, le procès des attentats a tout changé dans ma vie parce que j'y suis allée en connaissant rien des faits et en ne connaissant rien du collectif qu'il y avait eu directement après les attentats, parce que moi, je suis très restée chez moi avec mes enfants. En étant convaincue que vous n'alliez pas y rester, d'ailleurs. D'ailleurs, vous ne vouliez pas vraiment y aller au départ. Oui, au départ, je ne voulais pas aller au procès. Et puis, le premier jour, en fait, j'ai compris que j'allais être happée par l'envie peut-être d'en savoir plus sur
les circonstances qui avaient fait que Mathieu n'était pas que mort, mais qu'il avait été assassiné. Et chemin faisant, voilà, j'ai découvert le collectif, la puissance d'être ensemble, de pouvoir partager nos récits. Donc le procès des attentats a tout changé dans ma vie. Et j'ai imaginé à la fin du procès que les choses allaient se remettre en place dans mon esprit, dans ma tête, que ça allait se ranger en fait. Et ça n'a pas été le cas. Et donc l'écriture a été pour moi l'occasion de me poser, de réfléchir et de mettre des liens, de faire des suites un peu logiques et puis de raconter aussi tout ça. Mais c'était une façon de ranger pour moi. L'écriture a été un moyen de comprendre. David, ce procès, vous l'avez aussi raconté pour la radio. Vous avez pris en photo aussi énormément de parties civiles dans ce procès. Et puis ce besoin de le raconter à votre façon aussi, de vous d'en faire vôtre. Ouais. En fait, moi, je vais au procès sans rien attendre. C'est-à-dire que j'y vais, c'est pas que j'ai pas confiance en la justice ou quoi, mais j'y vais enfin, vraiment comme n'importe qui irait à un procès, quoi. Et donc, j'y vais armé d'un projet que j'ai monté avec France Info et Gaël Joly, qui est journaliste au service PJ de France Info Radio, qui est l'idée, en fait, de tenir un journal de bord tout au long de l'audience, avec des photos et des écrits de mon quotidien, de choses que je traverse, etc. Et en fait, ça s'est lentement transformé dans un truc un peu commémoratif. Donc, je proposais aux parties civiles qui venaient à la barre déposer, de les prendre en photo, de parler d'elles, etc. Et toujours en ayant comme ligne de vue le fait de témoigner de ce qui se passait à l'intérieur pour l'extérieur, quoi. Mais ça, c'est ce que j'ai vécu dans le procès in situ. Et j'en suis sorti un peu frustré en me disant que j'ai beaucoup parlé des autres, j'ai beaucoup parlé de moi, mais sans vraiment aller au fond des choses. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre ensuite. Il n'y a pas de façon d'être victime, dit François Molins dans la préface de votre livre, David. Et c'est peut-être le sujet que j'aimerais aborder avec vous pendant cette émission, avec ce statut de victime que vous portez, malgré vous, bien sûr, depuis 10 ans. Il y a toute une série d'injonctions que vous avez subies au cours de ces 10 dernières années. J'aimerais bien qu'on en parcours quelques-unes. Parmi celles qui me viennent à la lecture de tous vos livres et de vos témoignages ces 10 dernières années, il y a une espèce d'injonction à la dignité, comme si c'était moralement supérieur au fait de se sentir en colère ou de ressentir de la haine. Qu'est-ce qu'on en fait de cette injonction-là ? C'est vraiment une injonction qu'on entend beaucoup, notamment au procès. Les parties civiles ont été dignes, ont trouvé les familles très dignes. Grosso modo, c'est qu'elles n'ont pas eu une parole qui dépassait du cadre. Et ça, moi, j'ai toujours trouvé ça difficile. Non, je trouve ça difficile depuis que je m'y suis confronté. C'est-à-dire que pour moi, dans la vie d'après, il faut retrouver la même palette d'émotions que celle qu'on avait avant. Et donc, avoir de temps en temps la colère, si on en avait avant, avoir de la joie, avoir ainsi de suite. Et donc, être aussi un peu indigne. Enfin, je sais pas s'il y a des êtres humains qui arrivent à être dignes tout le temps, mais ça doit être très fatigant. Moi, c'est pas mon cas. Et donc, au procès, par exemple, je sais qu'à titre personnel, des fois, j'ai été un peu outrancier dans mes commentaires, toutes ces choses-là. Je ne me renie pas. Je ne sais pas que j'en sois particulièrement fier. Mais je crois qu'on ne peut pas à la fois dire aux victimes on souhaite que vous alliez mieux et que vous réussissiez à renouer avec une vie normale et votre dignité est ce qui nous éclaire tous. Non, je crois que si on a quelque chose à éclairer, c'est notre normalité. Et que ça, c'est déjà fabuleux quand on arrive à la toucher du doigt. Le droit à l'indignité, ça vous parle ? Ouais, je pense qu'en tant que victime, on essaie aussi de saisir la chance d'exister à travers nos ambivalences, et dire qu'on peut être victime sans être victime. Je pense que ce truc de revenir à soi et à la fois d'écrire des livres et de créer une narration personnelle, c'est aussi l'occasion de dire au monde qu'on n'est pas seulement des êtres dignes, forts, beaux, etc., et de pouvoir dire qu'on souffre, ou à l'inverse qu'on se sent plus fort. Enfin voilà. Je pense que la vie est complexe, donc c'est un peu, en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais 10 ans après et dont il faut témoigner, continuer à témoigner. Et retrouver la complexité, c'est aussi renouer avec la vie d'avant, ce que vous étiez avant novembre 2015. Non, ça c'est fini. Ouais. Non, ça vraiment, je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. La vie d'avant, telle qu'elle était, on ne la connaîtra plus jamais. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de réaménager l'existence, ce qui reste, et créer autre chose aussi. Mais imaginer qu'on revient, c'est pas possible. Non, mais ce que je veux dire, c'est retrouver l'ambivalence qu'on peut avoir. De palette d'émotions. Pas une vie déséquilibrée, en fait. Pas une vie où on se dit parce que ça m'est arrivé. C'est je vis et ça m'est arrivé, donc qu'est-ce que j'en fais ? Autre injonction dont j'ai l'impression que vous faites l'écho dans vos livres, c'est l'injonction à l'incarnation. Et d'une certaine façon, ce plateau en est l'illustration. Vous êtes devenus à nouveau, malgré vous, les visages de cette horreur que vous avez d'abord vécue, vous, et qu'on a vécue collectivement il y a 10 ans.
il vous faut porter le fait d'être ces visages-là. Aurélie, il y a quelque chose qui s'est joué autour de votre situation. Vous étiez enceinte. Et d'une certaine façon, on est tous entrés dans votre intimité. Comment vous avez fait ça? Comment on a... Comment vous avez... Ouais. J'ai bien fait comme j'ai pu. Hein. Ouais. Mais oui, c'est d'abord... au tout début, effectivement, j'ai été un petit peu médiatisée, un peu malgré moi, et c'est devenu quelque chose qui m'a un peu gênée. Et ensuite, moi, le procès m'a permis de me rendre compte, en allant témoigner, parce que mon témoignage a été publié à une grande viralité, je me suis rendu compte que j'étais un témoin. Et alors, je m'en suis emparée en me disant, je l'accepte dans cette part-là, qui est celle que je veux bien donner. C'est-à-dire, voilà, j'écris un livre et ensuite, je viens parler, mais je n'ai pas de mission, quoi, aucune. David, les images de vous suspendues à la balustrade du Bataclan ont fait le tour du monde et vous le racontez aussi. D'une certaine façon, cette image-là est arrivée avant même votre témoignage. Ouais. Dès le lendemain, en fait, moi je rentre le 14 novembre, je rentre chez mes parents en banlieue, et en fait, lorsque je raconte ça à mes parents me disent, mais attends, on t'a vu à la télé, quoi. Donc il y a ça, enfin, j'en ai beaucoup voulu au journaliste du Monde, Daniel Pseni, qui d'ailleurs sort un documentaire à ce sujet en ce moment, d'avoir enregistré ces images, mais en fait, j'en ai voulu pendant un temps, puis après c'est passé parce que j'ai compris que aujourd'hui, ces images-là, elles témoignent de quelque chose d'assez cru et assez réel de ce qui s'est passé dans ce passage Saint-Père-Amelot. Mais je pense que cette exposition médiatique, moi, faire des interviews dans les temps qui ont suivi les attentats, c'était aussi aller à rebours, en fait, à l'encontre de cette image de moi qui était suspendue à la fenêtre. Donc déjà, ce que j'ai fait, c'était, je l'ai revendiqué, cette image, j'ai dit, bon, bah, c'est moi, en fait. C'est moi, et non seulement ça, à côté de moi, c'est Sébastien, et en dessous, c'est cette jeune femme enceinte. Donc, il y a ce truc de dire, ouais, enfin, je suis à la fois le sujet de cette vidéo, mais je peux essayer de redevenir sujet en parlant et en expliquant que derrière cet homme qui décide d'enregistrer avec son téléphone, il y a quelqu'un qui a peur, il y a quelqu'un qui est humain, en fait, et qui est à ce moment-là presque en train de mourir, en fait. Ce sentiment parfois d'avoir été dépossédé de vos propres histoires, la grande histoire étant venue percuter vos histoires personnelles. Ouais, moi, ça a quand même été plus progressif parce qu'en fait, j'ai passé les premières années à parler plutôt en tant que dirigeant d'association. Et ensuite, je fais le choix conscient au moment du procès pour que ce soit pas le procès des terroristes, dont je dirais pas le nom aujourd'hui, mais que ce soit aussi le procès de certaines victimes bien identifiées, de m'exposer plus et d'accepter de donner à ma vie privée. Mais pour le coup, moi, je connais aussi le sentiment, parce que la première fois que je parle à Aurélie, ce que je connais d'Aurélie, c'est son témoignage. Parce que moi aussi, j'ai été frappé par sa viralité, et qu'on avait beau être dans la même salle d'audience et s'adresser un signe de tête parce qu'on savait chacun qui on était, on s'était jamais parlé, et on se retrouve à une soirée début décembre, à la fin d'une des journées d'audience avant la trêve. Et évidemment, moi aussi, je suis saisi du vertige mais en fait, il y a bien une personne derrière, et c'est vachement plus compliqué que ce qu'elle a dit. David, lui, je l'ai connu avant qu'il y ait... En fait, j'ai un peu raté cette première phase parce que j'étais sous le choc. Puis après, moi, je l'ai connu en tant que... c'est David, quoi. Et puis après, il est redevenu grand, donc... T'étais pas tout petit. Ouais. Mais donc, c'est étrange. En fait, de toute façon, moi, j'ai l'impression que coexistent Arthur Desnouveau, personne publique, et Arthur Desnouveau, personne privée. Et vous posez la question du droit à l'oubli, à titre personnel, à titre individuel? Du droit et de la possibilité. Parce que je pense qu'on a tous quand même cette peur que notre expérience ne serve à rien et qu'on soit oublié. Et moi, en tout cas, en tant que dirigeant d'asso, j'ai toujours eu l'idée qu'il fallait des institutions, qu'il fallait un musée, qu'il fallait des grandes associations qui puissent venir nous chercher pour témoigner. Musée dont l'ouverture a été finalement officialisée. Voilà, normalement c'est bon, c'est dans le 13e, dans une caserne, ça devrait être bien. Mais qu'en tout cas, eux puissent venir nous chercher et dire, bah tiens, est-ce que ça vous intéresse d'aller témoigner dans une école? Mais j'avais toujours cette vision ambivalente des rescapés de la Shoah que je voyais témoigner. Je me demandais, est-ce que c'est eux qui en permanence vont demander, je veux témoigner pour pas qu'on m'oublie? Et donc, il y a le droit, il y a la possibilité. C'est un truc autour duquel je tourne, parce que oui, j'aimerais bien oublier, mais si je le fais, je ne suis pas fidèle à moi-même. Bon, 10 ans, c'est court, en fait, aussi. Ouais, vous voudriez qu'on vous oublie, individuellement, mais pas collectivement, évidemment? Non, mais après, moi, je veux nuancer dans la mesure où, moi, je sais qu'il y a des moments où je suis très exposée, et la plupart du temps, je ne le suis pas du tout, en fait, et que dans aucun des états, il y a une normalité, en fait. C'est-à-dire que quand on est en période inflammatoire comme là, où on est un peu partout, on raconte notre histoire est tout à coup tellement intéressante qu'on va d'un plateau à un autre, et puis, en fait, le 14 novembre, je serai à nouveau cette Aurélie, juste Aurélie, qui a une vie normale, mais
pas tout à fait, parce que je suis un peu à côté, parce que j'ai encore cette histoire. Et on passe de l'un à l'autre, de 0 à 100 en 1 seconde, quoi. Et c'est ça que je trouve pas facile à vivre dans nos trucs. Et sur l'histoire du droit à l'oubli, moi, j'ai aussi 2 enfants qui grandissent sans père. Donc, pour répondre à cette question-là, c'est difficile, parce que j'aimerais à la fois, avoir un peu la paix, et en même temps, je me dis que, voilà, leur père a été assassiné, il faut quand même faire attention à ce dont on va se souvenir, quoi. Ouais, sur ce truc de droit à l'oubli, je pense que Arthur le dit bien aussi, c'est qu'en disant, bon, c'est court en effet, mais on a réussi à construire, enfin, la société civile a réussi à construire toutes sortes de ressources dont elle pourra elle-même se servir pour interroger ce qui s'est passé durant ces 10 années, et même le 13 novembre. Je pense que ce musée mémorial, il en parle, les associations de victimes et leurs reliquats vont en parler, les différentes études scientifiques vont en parler aussi. Donc à un moment donné, il y a quand même ce truc de dire, ouais, moi individuellement, je souhaiterais qu'on m'oublie. Je souhaiterais que, en fait, on oublie l'individu et qu'on se rappelle de l'histoire dans sa globalité. Mais en même temps, on a tous participé, nous en tant que victimes, en tout cas celles qui on a ressenti le besoin, à des choses, à des ressources très puissantes, très représentatives en fait de ce que le terrorisme a fait nous a fait à nous en tant qu'individus et aussi à nous en tant que société. Donc je pense que ces 10 ans, c'est aussi peut-être ce point de départ de dire bon, les victimes, en tout cas peut-être nous, moi en tout cas en tant qu'individu, l'idée je veux être oublié en même temps de ce que j'ai donné de ma personne durant ces 10 années, il va en rester des choses. On parlait du procès, il y a les archives nationales qui sont venues récolter tout un tas de choses sur des travaux des parties civiles sur les procès, dont les miens bien sûr. Il y a la presse aussi y participe, etc. Donc je pense que on est vraiment à l'aube de peut-être quelque chose de plus global, peut-être plus collectif. Ouais. Question de savoir ce qu'on en fera de tout ça, on y reviendra dans un instant. Dernière injonction qui frappe quand on lit vos récits et qu'on écoute vos témoignages, cette injonction à la résilience. Je crois que vous partagez tous les trois une espèce de haine absolue pour ce mot. Arthur, vous écrivez notamment que c'est un mot qui empêche de réfléchir. Je pense, mais là je tire en premier, mais je vais les laisser achever la bête après. C'est insupportable. Il y a quand même la vraie résilience, celle que les psychologues connaissent, que Boris Cyrulnik a développée dans des livres, qui est fine. Et puis il y a le Bloubi-Boulga qu'on en a fait, où on a quand même l'impression qu'on doit tous pouvoir être capables d'aller piocher en soi-même pour revenir là où on en était. Et ça, c'est faux. On va s'aider des autres pour revenir à un état qui n'est pas du tout le même. Et ça, c'est très différent de l'acception publique de la résilience. Et ça devient une injonction qui est hyper difficile, parce qu'en plus, vous n'y arrivez jamais, et donc vous êtes une mauvaise victime. Et ça, c'est vraiment très dur. Mais oui, la résilience a un peu ma haine. Ça gomme ce que c'est que le choc traumatique en réalité, la résilience. C'est effectivement ce truc de... je ne sais plus qui vous dit ça dans le livre, mais comme si vous étiez c'est Jean-Paul Kaufmann. Une balle. Voilà. Ouais, une balle qui rebondit. Voilà. Et en fait, il y a l'idée qu'il faut faire quelque chose de ce qu'on nous a fait. Et le rendre un peu chouette, parce que ça doit... irradier autour, quoi. Non, en fait, c'est pas... Si c'est vu comme ça, c'est pas toujours possible, et c'est même pas toujours souhaitable, en fait. On en vient à l'idée de la bonne victime, celle qui serait digne, celle qui aurait épuisé et réussi à construire, à avancer, à... Mais c'est quelque chose dans l'injonction, il y a aussi un peu d'amour. Je veux dire, moi, quand je vois les gens autour de moi qui me parlent de ça, c'est parce qu'ils ont cette envie qu'on puisse leur dire... Non, mais ça va, en fait. Qui vous disent, voilà, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Non, en fait, pas toujours. Ouais, et puis on en revient toujours à cette ambivalence et la complexité, quoi. En fait, être vivant, c'est être souffrir, être heureux, aimer, pas aimer, etc., etc. Et donc, en fait, cette injonction à la résilience, elle est plus une manière qu'a la société peut-être de se rassurer elle-même, de dire que on peut vivre un attentat, on peut vivre une prise d'otage, on peut perdre quelqu'un qu'on aime et continuer à vivre et sourire et se marrer. Et je pense que le truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on rit, c'est pas parce qu'on danse, c'est pas parce qu'on va voir des concerts ou qu'on vit que déjà on oublie nous-mêmes ce qui nous est arrivé. Et je vais même rajouter quelque chose. C'est pas parce qu'on vient sur des plateaux en parler que le soir, quand les lumières s'éteignent, notre traumatisme revient, etc., et qu'on n'en souffre pas. La résilience, pour moi, le gros problème de la résilience, c'est pas tant le thème, comme a dit Arthur, qui a été développé par Boris Cyrulnik, c'est plus ce que la société en attend, et à travers ça, ce que la société attend des victimes. On le voit dans les procès pour les viols de Mazan, à quel point Gisèle Pellicot a été retrouvée vraiment sur la scène vraiment centrale de la victimité. Voilà. Et moi, ça m'alerte, parce que je me dis, mais en fait... Qu'est-ce qui va se passer quand le temps va passer et que Gisèle Pellicot va revenir à être une femme,
tout simplement. Et nous, en tant que victimes du terrorisme, d'un attentat qui est public, dont tout le monde en a connaissance, etc., c'est très dur parce qu'en effet, on a le droit d'user de ce droit à l'oubli, et en même temps, la société attend des choses de nous. On a besoin, on ressent en tout cas que des gens qui souhaitent être rassurés, d'autres peut-être en connaître plus, etc. Donc c'est très, très, très complexe. C'est pas à vous. Non, c'est pas à nous, exactement. Et je pense que cette résilience-là, pour certaines victimes, comme dit Arthur, c'est très dur. Est-ce que le terrorisme vous condamne à être victime toute votre vie? C'est l'une des questions que vous posez, David, dans le livre. Vous vous demandez si le procès des attentats ne fait pas de vous des victimes à la retraite, d'une certaine façon. Vous vous interrogez sur ce que vous êtes. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est une discussion qu'on a eue avec Arthur au mois d'avril 2022, où il vient me voir et il me dit « Mais qu'est-ce qui va rester de tout ça ?» Et c'est vrai, en fait, d'emblée, dès le mois d'avril, on a commencé tout de suite à se demander ce qu'on ferait ensuite. Et on a très vite compris que ce qui irait ensuite, c'était les 10 ans. Donc là, on est aux 10 ans. Et c'est une question qui est quasiment abyssale. Au mois d'avril, quand Arthur vient me chercher, il me dit ça. Il me dit, mais mec, qu'est-ce qui va rester de tout ça, en fait? Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Et donc, l'idée d'être victime à la retraite, c'est aussi dire, alors déjà, être victime, c'est pas une identité, c'est pas une profession. Je voudrais, moi, avoir 80 ans et me retourner et me dire, t'as construit tout ça de toute ta vie, mais en fait, t'as parlé que d'un seul sujet, c'est le 13 novembre, ou le terrorisme à la limite. Et je trouve pas ça vraiment normal, et pas vraiment sain non plus, pour reprendre un terme qu'Arthur utilise beaucoup, quoi. Arthur, l'association que vous dirigez depuis plusieurs années va être dissoute ce jeudi 13 novembre. Pourquoi ? Il y a l'aspect pratico-pratique. On s'était donné des statuts avec des objectifs. Ces objectifs, on les a remplis et on savait dès la fin du procès qu'on les remplirait au 13 novembre 2025 en inaugurant un jardin. Donc, il y avait l'idée qu'après ça, soit on s'en redonnait une série, soit on allait un peu dériver. Et donc, on a voulu ni l'un ni l'autre et on s'est dit qu'on allait s'arrêter. L'autre manière de voir les choses, c'est qu'on était en quelque sorte une entreprise de salut et un passage de « je suis victime » à « j'ai été victime ». Et on s'est dit que c'était le bon moment pour arrêter et un peu essayer de faire cette conjugaison au passé. Il y a un peu de magie et d'entourloupe derrière. C'est-à-dire que si on peut faire ça, c'est pas parce que tout le monde a tout réglé. C'est parce que collectivement, on a réussi à faire ça et puis qu'il y a des avocats qui aident ceux qui ne sont pas encore indemnisés. Il y a des médecins qui aident ceux qui ne sont pas encore soignés. Et il y a des associations d'aide aux victimes. Par exemple, je pense à l'Association française des victimes de terrorisme, dont Aurélie fait partie, qui va permettre à certains d'aller chercher, je ne sais pas, des témoignages dans les écoles et ainsi de suite. Mais nous, en tant que pure association de victimes, c'est-à-dire on se regroupe parce qu'on est victime, c'était contradictoire de rester comme ça, de rester en vie aussi longtemps que possible et de dire j'aimerais bien ne plus être victime. Oui. Ouais, en fait, on a eu une discussion aussi tous les trois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, à un moment où on avait écrit un texte ensemble. Et moi, j'ai un rapport avec le mot victime qui est particulier, qui est d'abord, je l'ai complètement rejeté en me disant c'est très doloriste et c'est très anesthésiant. Donc je me suis dit non, je ne vais pas leur faire ce plaisir-là d'être une victime. Et puis le procès commence et on me donne un badge et de fait, je dois mettre autour de mon cou quelque chose qui dit que je suis victime. Et en fait, effectivement, à un moment donné, on a eu tous les trois cette discussion où Arthur et David disaient on est à la retraite, on a été victime. Et c'est là où j'ai été obligée de sortir du bois et ça m'a vraiment fait mal. Ouais, c'est vrai. Mais c'était vraiment douloureux, je me souviens de ce moment-là où j'ai dit, en fait, les gars, tant mieux pour vous. Mais moi, en l'occurrence, j'élève 2 enfants qui sont orphelins de père parce que leur père a été assassiné. Je peux pas rendre mon tablier, en fait. Il se trouve que, à jamais, il ne rentrera pas, à jamais, mes enfants grandiront sans lui. Donc, malheureusement, je serai jamais à la retraite. Vous êtes victime et vous n'avez pas été victime. Ouais, oui. Il y a des mots qui sont utiles nulle part, en fait. Mais ce qui est, le grand enseignement de ça, c'est que c'est quand même un sujet, vous vous en doutez, qui intimement est hyper dur pour nous trois. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est posé, on en a parlé. Et ça fonctionne, en fait. Et que Aurélie ait cette vision-là, moi, je la comprends 1000 fois. Je crois qu'elle comprend aussi la nôtre. Et c'est un des grands enseignements aussi de tout ça, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord pour se respecter, se parler, et même quand nos destins sont aussi proches, il y a des points de vue divergents qui en fait font naître quelque chose de fort. Et ça, je crois que c'est un truc qui nous a toujours animés tous les trois quand même. C'est que plus on était capable d'en parler intelligemment et d'entendre les autres, et plus on avançait. Et c'était ça, le petit pas de plus, c'est ça aussi.
De cette horreur sont nées des communautés, y compris d'ailleurs le soir des attentats, mais sur le long terme aussi. Vous avez, David, et la série sur France Télé en est l'objet. Vous êtes rapproché du groupe d'otages avec lesquels vous étiez pris par les terroristes et vous êtes devenu une bande d'amis. Le procès, vous le racontez très bien, Aurélie, dans un livre qui est un travail d'honnêteté intellectuelle, je le dis ici, très singulier et très marquant. Vous avez créé une communauté aussi au moment de ce procès et ce rapport au groupe, il est intéressant et vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous avez d'abord traversé les premières années dans une forme de solitude que vous revendiquiez et puis vous avez vécu cette grande catharsis en groupe. Est-ce que le groupe, d'une certaine façon, il peut être piégeux? Parce que comment on reste au monde quand il nous est arrivé quelque chose comme ça? Il y a le risque du repli sur soi, d'être avec des gens qui ont vécu la même chose et qui peuvent comprendre. Peut-être Aurélie ou David là-dessus? Bon, je sais pas, en tout cas, j'ai pas revendiqué ma solitude. De fait, je l'ai vécu parce que j'avais rien d'autre, parce que j'avais pas le choix et je me suis pas rendu compte. Je pense que j'aurais été bien plus sereine et heureuse si j'avais pris contact avec Life ou voilà, mais je sais pas, tu veux répondre, David? Ouais, en fait, non, ce qui est intéressant dans votre question, c'est que le 13 novembre, c'est collectif, hein, on l'a compris maintenant. Le procès, c'était aussi l'occasion de traverser certaines frontières, pas seulement celle des victimes, peut-être celle des avocats, celui de la justice de manière générale. Et je pense que dans l'après, on a tous eu, peut-être moins Aurélie, mais Arthur et moi, en tout cas, on a eu besoin de se voir, on a eu besoin de se parler, on a eu besoin de confronter notre narration de l'événement traumatique de l'attentat. Donc, moi, dans le cas des potages, c'était nécessaire. Enfin, moi, je me voyais vraiment mal aller voir ma mère. C'est le nom du groupe de... Ouais, c'est le nom du groupe, donc potes et otages. Hein. Je me voyais vraiment mal aller voir ma mère ou mes potes et leur dire « Ouais, en fait, ça fait ça quand quelqu'un est tué devant toi. » En revanche, quelqu'un qui avait vu ou qui avait entendu ou qui avait ne serait-ce qu'effleuré la mort ce soir-là, peut-être était plus susceptible de comprendre en réalité. Et donc, quand le temps passe, après le 13 novembre, déjà, moi, je rejoins les rangs de Life for Paris très vite. Au début, Life for Paris, c'est un groupe Facebook, hein, c'est pas l'association qu'on connaît aujourd'hui qu'Arthur représente. C'est un groupe Facebook qui s'appelle Life for Paris et c'est Maureen Roussel qui, à l'époque, a dit rejoignez-nous si vous avez le besoin de parler. Nous, on était au Bataclan, nanana, et tout commence comme ça. Et je pense que ce truc-là, c'est vraiment l'échec de la mission du terrorisme, quoi. Nous, on se rassemble, on vit, en fait. Et d'ailleurs, la série le montre par ailleurs. Et donc, ce truc-là ricoche jusqu'au procès. Et au procès, la communauté était déjà bien en place. Que ce soit la Fort Paris, 13-11-15 Fraternité Vérité, la FVT aussi était présente au procès. Et donc forcément, quand V13 se déroule, d'une part, il y a cette communauté extrêmement soudée qui est là, et comme dit Arthur, c'est hyper logique pour nous d'aller voir l'autre et tout, et puis on se fait des signes de tête, et puis en fait, on fait partie d'un club, quoi. Et qui est notre club, qui est un club un peu boiteux, un peu qui a mal et tout, mais qui vit et qui est encore là. Et donc voilà, je pense que ce procès-là, il représente tellement de choses dans ces 10 ans. Il y a aussi tout ce qu'on a mobilisé en tant que victime, etc., quoi. Donc non, ouais, c'est bien. Aurélie, non, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais je pense qu'en fait, on vit tous ce truc d'être un peu à côté, en fait, avec ce qu'on a vécu. Et donc, de retrouver des gens avec qui cet à côté n'existe pas, ça nous permet d'être complètement... en fait, ça gomme cet aspect-là de nos vies. Et donc, on reprend une sorte de normalité qui nous permet ensuite de sortir de la bulle. Mais c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie, comme le procès, on a quitté la rive de la vie normale des gens normaux. Ouais, mais on le savait que ça durait qu'un temps, parce qu'on a l'expérience des 10 ans, on sait que ça arrive par moment. Mais c'est des vraies ressources, en fait. C'est se dire, voilà, maintenant on sait que parfois on quitte la rive et que la plupart des gens, les gens qui nous aiment vraiment, nous attendent à l'arrivée, quoi. Ah, mais si j'y réfléchis, c'est vraiment une très bonne question. Moi, avec la vue de président d'association, mais qui est vraiment juste plutôt animateur de collectif, il y a plein de sous-groupes dans les groupes. Typiquement, on a un groupe avec Aurélie. Enfin, moi, j'ai 18 groupes WhatsApp avec des victimes. Et si je regarde, chacun de ces groupes, à un moment, il y en a au moins un qui est allé le raconter, ou dans la presse, ou dans un livre. Et donc, il y a quand même aussi ce besoin de jeter une bouée à l'extérieur et de dire hey, je vais vous raconter comme ça, je vais peut-être pouvoir vous en parler aussi et raccrocher le truc. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on fait un peu inconsciemment. Mais ces expériences hyper fortes, individuelles, mais aussi collectives, on les a beaucoup racontées et ça nous aide quand même. Enfin, moi, je vois que quand je fais un livre, évidemment, je suis ravi que plein de gens le lisent, mais je suis ravi que mes proches le lisent.
parce que ça nous resynchronise un petit peu. Et donc je pense que on est vigilant sans s'en rendre compte à pas rester enfermé dans ces sous-groupes et à en raconter assez pour que les gens puissent raccrocher les wagons. Et c'est d'ailleurs là-dessus que la série des Vivants, elle est forte. C'est que moi, des gens qui m'en ont jamais parlé m'ont dit « Ah, bah dis donc, j'ai regardé. » Et j'imaginais pas qu'il y avait tout ça qui se passait après l'attentat. Et ça, en fait, ça m'aide beaucoup. Parce que je pense qu'il y aura de la maladresse. Il y a des gens qui vont me dire « Oui, j'ai vu des Vivants, c'est bon, je sais. » Très bien, je vais prendre sur moi. Je vais pas essayer d'aller expliquer le micro-détail qui va pas. C'est pas le problème. Mais au moins, on aura vécu quelque chose ensemble. Et ça, je crois qu'on l'a tous fait. Témoigner, écrire des livres, c'est aussi ça. C'est jeter des petites bouées et dire aux gens, si vous voulez, je vous traîne en ski nautique. Je vais vous raconter ce qu'on a fait, quoi. Le procès n'a pas résolu toutes les questions, mais je crois que c'est vous, David, qui dites ça à un moment. Est-ce qu'on n'a pas clôturé, quoi, sur les questions ? Qu'est-ce qui reste, ouais, est-ce qu'on a accepté d'avoir renoncé à des questions qui sont sans réponse, ou parce que la réponse importe finalement? Je pense qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne comprendra jamais, en fait. Et en réalité, ça fait aussi partie de ce qu'on doit laisser derrière nous, ou pas, en fait, si on y arrive. Il faut aussi faire le deuil des questions. Ouais, il faut faire le deuil des questions, il faut faire le deuil d'explications, peut-être j'en sais rien, de plein de choses. Et en réalité, voilà, 10 ans, là, ça fait 10 ans qu'on a essayé de me tuer, quoi. Et ça fait 10 ans que je continue à me demander tous les matins en me réveillant pourquoi on a essayé de me tuer. Et je pense qu'en réalité, rien ne peut justifier rien dans tout ça. Et donc, il faut continuer à avancer en faisant fi de ces questionnements qui sont devenus quasi philosophiques aujourd'hui, quoi. Voilà. Comment on répond aux questions qu'on peut vous poser, que vos enfants notamment vous posent quand on n'a soi-même pas la réponse à la question? Oui, c'est complexe. Hein. On fait comme on peut. Je ne sais pas très bien comment répondre à votre question. Moi, c'est vrai que je suis arrivée sans trop de questions au procès parce que je ne savais rien. Je suis ressortie avec beaucoup de questions pour le coup. C'est un peu dommage. Mais après, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de transformer ce qu'on a vécu et d'essayer de répondre à... On sait qu'une partie des réponses sont en nous, en fait. Et après, voilà, on peut avoir des engagements associatifs qui permettent de donner du sens. Enfin, voilà, moi, je sais que maintenant, je vais en prison. C'est aussi pour essayer de continuer à réfléchir et de interroger tout ça. Pourquoi vous allez en prison? Ah, celle-là, elle n'a pas la réponse. Elle se pose la question, quand même. Vous allez chercher quoi? Apporter quoi? Alors, c'est des sujets qui sont compliqués, donc j'y vais avec précaution. Mais... tout vient du point de départ du procès où je témoigne et je deviens un témoin. Et comme je deviens un témoin, je m'empare de mon histoire et je me dis alors, si elle peut servir à quelqu'un, pourquoi pas? Donc je vais en classe et ensuite, en cheminant, et aussi parce que Salah Abdeslam a dit cette phrase qui me rend dingue, mais que j'affronte, qu'on est liés. Et donc voilà, je crois que en fait, nos histoires, elles peuvent être utiles, en fait. Et c'est ce qui... Voilà, en 10 ans, en fait, on a acquis des compétences qu'on peut utiliser maintenant pour aller questionner, interroger. Et voilà, moi, quand je vais en prison, je n'y vais pas avec de grandes idées. Je n'y vais pas en me disant que je vais sauver l'humanité, absolument pas. J'y vais en me disant, tiens, si j'ai l'occasion de poser des questions ou de comprendre, ma foi, pourquoi pas. Vous avez évoqué à l'instant l'une des phrases, effectivement, à mon sens, l'une des plus fortes du livre, le moment où Salah Abdeslam dit au cours du procès qu'en fait, lui et vous tous, vous êtes liés, et ça provoque chez vous peut-être quelque chose d'hyper fort. En fait, il y a ce lien. En fait, là, je sors d'un plateau, je ne sais pas si j'ai le droit de le raconter, mais il y avait François Hollande, et en fait, en partant, il me serre la main et il me dit « on est liés ». Et là, je fais « oh, mince. » Pas par son bilan, Aurélie, pas par son bilan. De fait. C'est étrange, qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Ah, merci. Et je sais pas, mais moi, quand il l'a dit, ça m'a aussi bouleversé au procès. Je me suis dit, en effet, on est liés. Puis moi, j'en ai conclu qu'on était liés par un événement, mais pas liés directement, quand même. On est liés au même cœur, qui est le 13 novembre. Je suis pas lié à lui directement. Et je sens pouvoir me distancier de lui, quand même. Que le lien est plus indirect que ce qu'il a voulu nous faire croire. Moi, j'ai toujours eu le sentiment, et j'aime pas parler de quelqu'un qui est en prison et qui peut pas répondre, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il cherchait à se pardonner lui-même de s'être mis là-dedans, quand même. Et qu'il essayait de ne pas être seul, justement, et qu'il voulait un peu nous embarquer avec lui. Et j'avais pas envie de tomber complètement là-dedans.
Parce que quand je l'entendais parler, j'avais plus l'impression qu'il parlait depuis une idéologie que depuis lui-même. Mais ce qui est clair, c'est qu'on n'est pas loin, quand même. Et ça, c'est un truc qui n'est pas réglé après 10 ans. Et je pense qu'on se donne tous aussi le temps long pour voir. Ce qu'on a appris, on est quand même devenu philosophe là-dessus. Mais on n'est pas loin, on est d'autant plus pas loin qu'ils ont grandi très près de chez nous, en France, dans des écoles de la République comme nous. Et donc voilà, le lien, c'est aussi la question de se dire pourquoi des mecs de notre âge, qui ont grandi à peu près comme nous, sont venus tuer d'autres gens qui étaient nous. Voilà, c'est cette question-là que ça pose toujours. Quoi. Et 10 ans après, on n'a pas la réponse à cette question. Non. Et on la peut travailler honnêtement dans la sphère publique en tout cas. Et ça, c'est, je pense, un questionnement qui nous traverse tous les trois. On a tous énormément lu sur comment est-ce qu'on prend un jeune qui est susceptible d'eux et on le radicalise. Ok. Mais pourquoi il est susceptible d'eux en fait, alors qu'on a eu une éducation pas forcément si différente. Et là, on a péché collectivement. Parce que ce travail, à nouveau, on vous a quasiment demandé à vous de le faire. Entre autres. En fait, nous, on l'a fait parce que la question existait, qu'on n'a pas trouvé les réponses toutes faites. Nous, on se saisit que des trucs qui sont encore par terre. et c'est un peu ça notre. Et moi, j'ai redécouvert. C'est marrant, donc j'écris le livre où j'en parle pas mal. Et l'autre jour, je fais un débat avec le président Périès, qui a présidé le procès, et qui dit oui, mais souviens-toi, juste après l'attentat, Manuel Valls dit essayez de comprendre, c'est déjà excusé. Et moi, j'avoue qu'à l'époque, j'avais complètement raté cette phrase, mais j'ai l'impression qu'on est resté là-dedans, c'est-à-dire dans cette idée que essayer d'aller trop loin là-dedans, ce serait leur trouver des excuses, alors que c'est tout l'inverse, c'est trouver des arguments en faveur de la démocratie. Et ça nous anime aussi. Je suis d'accord avec Arthur. David, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a une grosse différence entre essayer de comprendre, moi, ce qui m'est arrivé, voilà, déjà mécaniquement, comment les trucs ont été préparés, par qui, où, quand, etc. Il y a une phrase que j'ai entendue durant l'attentat qui m'a quand même hanté pendant longtemps, qui est un peu on est là à cause de François Hollande. Je lui ai posé la question à François Hollande. Je lui ai dit quand est-ce que tu as commencé en fait? Et donc il a commencé un mois avant et la préparation des attentats a commencé 1 an et demi avant. Pardon, je précise pour ceux qui nous regardent, vous lui demandez, les terroristes vous disent au cours de la prise d'otage. On est là à cause de François Hollande. Des frappes, et donc je rencontre François Hollande des années après. Je lui dis alors quand est-ce que de quand, enfin c'est quid quoi en fait. Et donc là il me répond. Et tout ça a été confirmé ensuite au procès. On parlait tout à l'heure des questions qui restent. Ça c'est une question qui a été cochée quoi on va dire. Et en effet, Arthur a raison. Donc, il y a déjà à comprendre comment on fait. Ensuite, comprendre tout ce qui nous est arrivé à nous-mêmes. Si on parle de mécanique, voilà, qu'est-ce qui a été touché. Et ensuite, le pardon, c'est autre chose. C'est autre chose. Je voulais en parler de cette injonction, une des 1000 injonctions qui vous sont tombées dessus, l'injonction au pardon. Est-ce que vous l'avez subie? Est-ce que vous l'avez senti? Qu'en avez-vous fait? Moi, j'ai senti qu'il y aurait un appétit. En tout cas, si on pouvait aller dire « j'ai pardonné », alors là, tous les plateaux télé nous étaient ouverts. Je ne sais pas si c'était une injonction qu'une envie des gens de se dire qu'on pouvait. Et moi, je dois dire... Ça dit beaucoup de l'impuissance absolue de la société. Bien sûr. Et moi, je ne m'étais pas trop posé la question. En fait, je me suis rendu compte de ça. Je n'étais pas dans une logique de pardon, pas pardon. Je n'ai pas non plus été élevé dans une foi qui faisait ça. Mais en écrivant le livre, je me suis surpris à écrire qu'en fait, je ne savais pas pardonner à des gens qui se cachaient trop derrière une idéologie, qui me considéraient finalement quasiment comme un meuble. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose de très grand, et désolé, il y a du dégât, on a abîmé le mur, le plafond, et puis aussi David, Arthur et Aurélie. Ouais, ok, non. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui, moi, me paraît très dur aujourd'hui, c'est que c'est pas des gens qu'on a eu en face de nous, ces terroristes. C'est une idéologie avant tout, et qui les a complètement remplacés, en fait. Et je crois que le grand travail qu'eux ont à faire, s'ils veulent revenir et pouvoir se réinsérer dans la société, et je sais que c'est dur à entendre, mais moi, j'ai pas perdu espoir que les terroristes puissent se réinsérer. Je sais pas comment, je sais pas. C'est qu'il faut que l'idéologie laisse la place à une personnalité. Et pour les plus endurcis au procès, on l'a pas vu. Alors que pour leurs complices les moins endurcis, on la voyait très bien surgir, et la différence, elle se jouait là. Notable, ouais. Mais c'est vrai que même au procès, il y a un psychiatre qui est venu, qui s'appelle Daniel Zaghiri, qui a expertisé beaucoup de radicalisés, djihadistes et tout. Et c'est vrai qu'au sujet de Salah Abdeslam, il disait à ce moment-là que Salah Abdeslam était davantage drapé dans ce qu'il réverbérait publiquement, c'est-à-dire un des membres du commando du 13 novembre, etc., le fait qu'il ait ou pas actionné sa ceinture explosive. En fait, il était derrière cette
cette protection idéologique qu'évoque Arthur, en fait, où il se dit, bah, moi, au début du procès, il dit, j'ai délaissé toute profession pour être soldat de l'État islamique. À la fin du procès, c'est limite s'il fait son mea culpa, et en fait, il explique comment il est arrivé à ce procès, etc. Et il y a autre chose que je tiens à rajouter, c'est que si on parle de ces transitions au procès et de ces postures dans lesquelles ces accusés étaient, au moment des derniers mots des accusés, sur 14 accusés, il y en a environ une douzaine qui font référence aux propos des victimes. Et on voit bien qu'il y a une transition aussi de leur côté. Et que, comme dit Arthur, moi à ce moment-là, je me dis, OK, il y a quand même un espoir que déjà, nous, nos témoignages les ont touchés. Et peut-être un espoir d'évolution. Salah Abdeslam, voilà, il a terminé en racontant ses conditions de détention en Belgique, etc., etc. Ça nous permet de comprendre, pas pardonner. Aurélie ? Moi, je suis très claire sur le pardon. C'est-à-dire que il est impossible, en fait. Et je suis très tranquille avec ça. C'est-à-dire que je pardonnerai jamais, en fait. Et j'arrive en prison, je ne l'ai pas fait 1000 fois, mais à chaque fois, en me disant, voilà, je veux absolument... En revanche, voilà, ici s'arrête ma naïveté, il n'y aura pas de pardon, en fait. Je veux juste être sûr qu'on puisse discuter, qu'on échange, etc. Et il est impossible, c'est comme tout à l'heure le statut de victime. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont assassiné le père de mes enfants, en fait. Je ne pardonnerai jamais. C'est impossible, en fait. En 10 ans, la France a changé. Il y a 10 ans, nous étions Charlie, nous étions flics, nous étions juifs, nous étions le Bataclan, les terrasses. Que sommes-nous aujourd'hui, Arthur Desnouveau ? Divisés. On est très, très divisés, plus que ce qu'on l'était, je pense. Mais c'était peut-être une illusion à cause de la douleur. Mais en tout cas, je peux vous dire que quand on est victime, alors je ne sais pas pour Aurélie et David, ils vous diront, mais qu'on en parle publiquement, on a le droit à peu près tous les commentaires. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et je remercie tous les gens qui écrivent pour dire... Et la maladresse qui va avec. Et une forme de maladresse, mais avec le recul et en allant mieux, ça va. En revanche, j'ai aussi beaucoup de syndrome de Stockholm. Alors, je vais le dire, hein, ce sont des attentats islamistes. Non, ça m'évitera de me prendre 55 commentaires disant que je n'ai pas dit islamiste et djihadiste. Je le sais, mais ce n'est pas le sens du propos. Et donc, beaucoup de récupérations autour de ce qui nous est arrivé, des récupérations qui servent des propos de plus en plus divisifs. J'en reviens à ce que nous, on a réussi... tous les trois, évidemment, mais aussi Life for Paris. Moi, j'ai des gens de toutes les cultures, de toutes les confessions, de tous les âges, de tous les milieux sociaux, de toutes les pensées politiques. De dizaines de nationalités. Et on arrive à se parler. On se force jamais à être d'accord, mais agree to disagree, comme disent les Anglais. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'a complètement perdu dans le débat public français. Je l'ai réentrevu au moment des JO. Et c'était un beau moment d'unité nationale. Mais j'ai l'impression que là, on a déjà juste du mal à se parler. Alors avant d'être d'accord, c'est compliqué. David ? Moi, en fait, quand je vois que Charlie Kirk se fait assassiner, et moi, je souhaite à personne d'être assassiné pour ses idées, on est d'accord, hein, et qu'il y a des gens d'extrême droite qui récupèrent le « je suis Charlie » pour manifester au nom de Charlie Kirk, je me dis, ouais, peut-être qu'on a foiré un truc sur le chemin, ouais. Certes, les deux défendent une sorte de liberté d'expression. Charlie Kirk, il se prônait d'une liberté d'expression extrême. Bon, voilà. Mais je me dis que y a quand même... Vous parliez de Charlie tout à l'heure. Je comprends pas, en fait, 10 ans après. Comment on peut, à ce point, tomber dans une haine de l'autre, une xénophobie latente. Moi, je suis français depuis 2017. Et je suis fier d'être français, en fait. Je suis fier d'être chilien aussi, parce que je suis né au Chili. Et en même temps, je ne comprends pas comment on peut détester l'autre à ce point. L'autre, c'est l'étranger, en fait. Et je ne comprends pas. D'autant que la menace n'est pas moins forte aujourd'hui, ou alors elle est sans doute différente, mais elle existe toujours. Les événements des derniers jours nous l'ont encore montré. On évoquait le cas de Salah Abdeslam en prison, l'affaire de cette clé USB, ces 3 jeunes femmes qui ont été arrêtées avant peut-être de commettre le pire. On n'a pas résolu cette question de pourquoi tant de gens dans ce pays sont toujours prêts à passer à l'acte. Ah non, ça, on ne l'a pas du tout résolu, c'est sûr. Et en plus, la menace devient différente, c'est-à-dire qu'elle n'est plus organisée de quelque part, elle est absolument partout, auprès de gens qui sont parfois très jeunes. Donc tout ça est très effrayant. Ouais, alors, on a un peu changé le thermomètre, quand même. C'est-à-dire que maintenant, les services arrêtent des gens avant que le projet soit extrêmement... Donc, il faut être prudent quand on compare les chiffres. Mais en tout cas, le problème est toujours là. C'est une évidence. Et ça n'est pris que sous l'angle sécuritaire. Nous, ce qu'on s'est pris quand même, c'est un crime politique qui a des répercussions intimes. Mais la question qui pose, c'est
comment est-ce qu'on vit ensemble dans une société démocratique et est-ce qu'on va toujours se prendre ça? Moi, je dis toujours, il y a un seul truc qui relie toutes les victimes de terrorisme sans aucune exception, c'est qu'on aimerait être les dernières. On aimerait que nos témoignages servent à ce que ça s'arrête net. Et l'énorme tristesse, c'est que c'est évidemment pas le cas. Et de voir ces menaces qui prospèrent, bah, ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, je pense. Pour autant, je vais conclure cette émission avec une phrase que vous citez, Arthur, mais qui est une phrase que vous aimez beaucoup, je crois. Pardon, David, qui est une phrase que vous aimez beaucoup, Arthur. Le terrorisme rapproche celles et ceux qui lui survivent. Il nourrit donc d'une certaine façon son propre échec. Vous en êtes tous les trois à l'illustration. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette discussion. Cette émission est dédiée aux 132 victimes de novembre 2015 et à tous leurs proches, bien sûr, à revoir en replay, réécouter en podcast. L'info continue sur France 24.